Je suis Juan Carlos Ruiz. Oui. Je travaille à l'université Rosario à Bogota et je travaille des thèmes de la politique colombienne en général, mais aussi sur la police, la sécurité des citoyens, la sécurité Qu'est-ce que vous intérieure. faites à Paris? J'entreprends une recherche dans des archives, les archives du Quai d'Orsay, Oui. sur la politique étrangère de la Colombie depuis 1903 jusqu'à 1953. Oui. Mais dès la France. Après, je vais aller à Londres, au National Archives, aussi pour voir comment était vue la Colombie, son service diplomatique. Depuis l'Angleterre. Depuis l'Angleterre, c'est ça. Bon. Là, on va faire un saut de plusieurs années. La Colombie a voté pour les élections présidentielles Oui. dimanche dernier, et le deuxième tour aura lieu le 17 juin. Quels sont les enseignements qu'on peut tirer, très brièvement, de ce premier tour des élections présidentielles? Et je dirais qu'il y a plusieurs enseignements. Un premier point, c'est les deux grands partis, le libéral et le conservateur, sont presque disparus comme des options possibles pour les présidentielles. Oui. Nous avons pour la première fois deux candidats pour le deuxième tour qui viennent de partis totalement différents. Gustavo Petro, il s'est construit dans la guérilla du M19 il y a 30 ans et il est maintenant une des options plus reconnues de la gauche. Et son parti, qui était auparavant El Polo, et maintenant il a construit son propre parti, c'est un parti de gauche, dans un pays qui méprise la gauche et où la gauche n'a jamais gagné la présidence. Et nous avons de l'autre côté un candidat de droite, un peu droite radicale, qui est un peu le fils politique de Álvaro Uribe, l'ex-président colombien. C'est une droite assez radicale, mais il est jugé comme un peu plus modéré que ses camarades de parti. Et lui aussi, il n'a jamais participé dans un parti politique traditionnel comme le Parti libéral ou le Parti conservateur. C'est-à-dire, on voit là que ces deux partis sont en ruine. Ils continuent à gagner des sièges dans le Parlement colombien, mais pour la présidentielle, pour la première fois, nous avons deux outsiders de ces deux partis. Bon, le 17 juin, il y aura donc deux candidats avec des identités politiques très différentes et probablement deux visions de la Colombie assez différentes. Très différentes. Je crois que Gustavo Duque, Ivan Duque, il est un candidat qui incarne un peu cette droite que certains jugent d'extrême droite. C'est un candidat qui veut implanter à nouveau un nouveau libéralisme du marché, et c'est un candidat qui veut faire des réformes très importantes à l'appareil de justice, mais aussi il veut revoir les pourparlers des accords de La Havane. Il veut revoir tout l'accord avec les FARC. Le traité un peu avec les FARC. Et je crois qu'il y aura une nouvelle lecture de cet accord, plus dès la droite, parce que c'est presque sûr que la droite va gagner l'élection. Et quelle est la vision de l'autre candidat? Petro, c'est un candidat de gauche, parfois aussi gauche radicale, parfois. Et il a été maire de Bogota, et là on a pu voir plusieurs de ces, je dirais, de ces nuances de gauche, des gauches plus libérales, plus social-démocrates, et parfois une gauche assez radicale dans certains de ses propos, certains de ses objectifs en tant que maire. Et on ne sait pas beaucoup qu'est-ce qu'il pourrait faire, parce qu'il a été un assez mauvais maire de Bogota. Et on ne comprend pas pourquoi il est arrivé au deuxième tour étant un assez mauvais fonctionnaire et sanctionné avec des décisions pas très mémorables. Alors il est en deuxième tour, et il y a une peur généralisée en Colombie, un pays qui est de droite, très conservateur,
Et il y a une peur que la Colombie devienne un peu le Venezuela. C'est une peur, je pense, un peu infondée. C'est une façon de laisser la gauche sans un appui populaire. Mais c'est ce que la rumeur dit dans les rues, les personnes vont voter d'après cette rumeur et cette peur, et ils vont voter certainement pour la droite. Et vous êtes professeur de relations internationales. De sciences politiques. Oui, mais quand même avec une spécialisation sur ces questions-là. Que l'un ou l'autre des candidats gagne, est-ce que ça voudra dire qu'il y aurait des changements en matière de politique extérieure de la Colombie? Si Gustavo Petro gagnait, je crois qu'il serait le premier président de la Colombie qui voudrait transformer un peu la politique extérieure de la Colombie. Parce que nous n'avons jamais eu un président de gauche, jamais. Le Parti socialiste qui a été fondé en 1926 en Colombie et le Parti communiste en 1930 n'ont jamais eu des votations importantes pour les présidentielles. Alors ce serait un nouveau scénario avec un président de gauche. Nous avons eu une politique extérieure toujours très dirigée vers les États-Unis et depuis plus de 100 ans. Nous sommes un des pays latino-américains plus dépendants des États-Unis en termes idéologiques, en termes de quoi faire en politique extérieure. Et alors je crois qu'un candidat comme Duque, qui incarne cette droite, va continuer dans le même chemin. Et de plus, il a travaillé à Washington, il a de très bonnes relations avec la Banque interaméricaine de développement. Il est un fils de ministre, son père a été ministre, c'est un bourgeois et très huppé. Alors, parmi nos classes sociales, la classe moyenne et la classe supérieure pense qu'il est toujours bien vu d'avoir de très bonnes relations avec le gouvernement américain. Alors c'est ça que je pense qu'on va continuer à faire. Il y a un élément qui a surpris partout, en Colombie comme dans d'autres régions du monde, c'est la personnalité du nouveau président des États-Unis qui ne facilite pas les relations avec quelque pays que ce soit. Les contacts entre le président Santos et le premier au mois de mai l'année dernière et le nouveau président des États-Unis, Donald Trump, ont été un peu compliqués. Est-ce que quelque part, le nouveau président colombien ne va pas être obligé d'en tenir compte? Ses alliés, ses amis de l'Alliance du Pacifique, notamment le président mexicain, se trouvent, en dépit de ses amitiés à Washington, de ses relations anciennes avec l'établissement d'Amérique du Nord, obligés de se démarquer et de faire une politique qu'ils n'avaient pas prévue. Oui, c'est un scénario trop difficile parce que Donald Trump a toujours dit que la Colombie ne fait pas des efforts suffisants en termes de combat contre la drogue. Et effectivement, si on voit les chiffres de la culture de feuilles de coca et le transport de la cocaïne, il y a eu une augmentation très importante pendant l'administration Santos. Alors je crois que, comme auparavant, dans les années 94, 95, 96, le gouvernement colombien sera un peu châtié par le gouvernement américain. Et on appelait ça la désertification, c'est-à-dire que le Parlement, le Congrès américain ne donnait plus d'aide, il n'y avait plus de coopération d'aide sociale comme USAID, mais aussi de l'aide militaire. Alors il se peut qu'à nouveau, comme dans l'administration sans père il y a 20 ans, il se peut qu'il y aura des coupures pour aider le gouvernement colombien dans son combat contre la drogue. Et c'est une administration, l'administration Trump est une administration qu'on sait qu'il est isolationniste, qui ne croit pas beaucoup en Amérique latine, et qui voit l'Amérique latine avec beaucoup de mépris. Et alors je crois qu'il y aura des problèmes assez importants avec le nouveau gouvernement colombien et
l'administration Trump. Ivan Duque, s'il est élu, on sait que c'est un ami politique, peut-être personnel, mais surtout politique, de l'ancien président Álvaro Uribe, qui avait des relations très compliquées avec les voisins de la Colombie. Est-ce qu'une victoire éventuelle d'Ivan Duque voudrait dire que la Colombie va entrer dans un nouveau moment de difficulté avec l'Équateur ou le Venezuela? Je crois qu'il est différent. Je crois qu'il est différent parce qu'il est plus modéré. Et Álvaro Uribe, par contre, c'était un propriétaire de terre, un grand propriétaire de terre. Il a cette mentalité en tête. Il arrange ses problèmes avec ses voisins comme il arrangeait ses problèmes avec les voisins de sa ferme ou de ses fermes. Duque est un enfant de ministre, il a étudié à Washington, il a été fonctionnaire dans une banque multilatérale, et il connaît un peu plus la diplomatie. Il a une culture internationale. Il a une culture internationale et il est plus modéré. Et je pense qu'il sera très enclin à l'Amérique, aux États-Unis, mais ce ne sera pas comme Álvaro Uribe, qui, je crois que le pire moment des relations internationales colombiennes, ça a été pendant l'administration Uribe, quand il y a eu des mésententes entre le Venezuela, l'Équateur et le Nicaragua lors du bombardement d'un camp de guérilla de la FARC en Équateur. Alors je crois que c'est le paroxysme de la méconnaissance de la politique extérieure pendant Álvaro Uribe. Il a mené le pays à un des pires moments en termes de politique extérieure, des relations internationales, tandis que je crois que Duque est un peu plus... Il a un bon sens dans ce terme. Une dernière question qui est suivie, qui est peut-être la seule qui soit suivie avec beaucoup d'intérêt hors de Colombie, c'est le futur des accords de paix avec les FARC. Donc en 2016, la communauté internationale avait applaudi. C'était le seul processus qui est abouti, de l'Afghanistan, l'Irak, la Libye, la Palestine, enfin rien ne fonctionne. Là, il y avait un processus de paix apparemment réussi, donc le secrétaire général des Nations Unies, le pape, le roi d'Espagne, etc., tout le monde avait applaudi, le prix Nobel. Comme vous venez de le dire, Ivan Duque a des grandes réserves, sans remettre en question le chapeau de l'accord. Il a l'intention quand même de procéder à une révision de certains points très importants. Est-ce que ça ne peut pas avoir des conséquences négatives sur la perpétuation de l'accord, s'il est vidé de son contenu? Premièrement, je dois dire que tout le monde s'est trompé. Et le gouvernement s'est trompé parce que les avancées en termes des accords sont peu importants. Il y a un argent, un financement de la communauté internationale qui n'est pas encore utilisé. Et on ne sait pas trop bien que font les anciens guerrilleros. Et on ne sait pas s'il y a vraiment une politique d'insertion de ces anciens combattants. C'est trompé aussi, je pense, la guérilla, parce que apparemment certains de ses membres continuent dans la délinquance. Et c'est pas trop clair maintenant, on ne sait pas trop bien qu'est-ce qui s'est passé, mais il se peut que certains des têtes plus visibles de la guérilla ont continué dans le monde criminel d'une certaine façon. Et c'est trompé aussi la justice parce qu'il n'y a pas encore des jugements des combattants, soit les soldats, soit les guerrilleros. Et la justicia spéciale para la paz, la justice spéciale pour la paix, ne démarre pas vraiment. Il n'y a pas une attention aux victimes, il n'y a pas une vérité qui pourrait convenir aux victimes non plus. Alors c'est un marasme. Nous sommes ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. C'est tout tranquille. Et on appelle ça en Colombie la calma chicha. On ne sait pas ce qui va passer, mais ça ne fonctionne pas. Et
Et je crois qu'il y a une certaine arrogance de la droite quand elle pense que, d'une certaine façon, s'ils vont transformer ou changer les accords de paix, la guérilla va accepter inconditionnellement. Je pense que c'est un peu naïf et c'est un peu arrogant parce que la guérilla ne doit pas accepter les changements sans une négociation. Oui. Et plusieurs de ses membres pourraient retourner à la montagne, à la jungle. Mais ils ont tous été identifiés, ou du moins les 7-8 000 qui sont dans des... Mais il y a plusieurs études qui ont montré que armer une guérilla n'est pas tellement difficile. Ouais. Elle s'arme très vite. Ça coûte, mais il y a toujours un monde de délinquants et de la criminalité qui aide à financer cette guérilla. Et la Colombie est un des champions de groupes guérilleros, c'est à peu près 40, il y a eu depuis 1960. Alors je crois qu'il y a c'est facile de construire des guérillas. Alors je crois que la droite est un peu naïve. La droite a toujours vu les accords. Il pourrait y avoir un risque de certaine aggravation de la violence. Bien sûr. Et dans le même ordre d'idées, il y a une évolution donc, des anciens guérilleros qui, notamment à la frontière de l'Équateur, etc., qui ne sont pas désarmés, qui ont continué leurs activités. Mais il y a eu également un certain nombre d'informations qui signalent qu'il y a des militaires colombiens qui ont accepté de servir comme mercenaires dans le conflit du Yémen. Et ils seraient plusieurs centaines. Je ne sais pas si parce que nous avons, si l'on croit aux statistiques actuelles, l'armée colombienne est la plus grande d'Amérique latine, plus grande que le Brésil. D'accord. Et c'est une armée qui nous coûte assez d'argent. C'est le coût, le budget pour la défense en Colombie, c'est le plus grand de toute l'Amérique latine, en termes de produit intérieur brut et en termes du budget général de la nation. Nous avons l'armée plus grande en termes de kilomètres carrés et en termes d'hommes pour 100 000 habitants. Alors, il faut justifier le nombre de soldats. Et ils n'arrivent pas à justifier, les militaires colombiens n'arrivent pas à justifier cette ampleur de l'appareil de défense, parce que nous avons eu, par exemple, des problèmes à la frontière avec l'Équateur, et les militaires colombiens ne se voyaient pas, on ne le voyait pas. Au Catatumbo, au nord-est de la Colombie, on ne voyait pas les militaires colombiens, les anciens groupes guerrilleros, et ELN et EPL ont pu décréter un couvre-feu dans la région, personne ne sortait, il y avait peur, les enfants ne pouvaient pas aller à l'école. Et d'une certaine façon, on a vu une armée assez faible, au moins en image. Qu'est-ce que fait l'armée? Pourquoi elle n'agit pas? Pourquoi il y a des très grands problèmes pourquoi elle n'agit pas? Peut-être il y a des problèmes opérationnels, de corruption. Plusieurs personnes disent que la topographie et la géographie colombienne est très difficile pour une armée. C'est une armée c'est une extension de terrain très grande. Un tiers de la Colombie est jungle. Alors c'est peut-être très difficile, mais je pense qu'il n'y a pas eu une réforme du secteur sécurité-défense en Colombie. Et il faut revoir absolument tout. Il faut revoir la sécurité des citoyens, la police, il faut revoir l'armée, il faut revoir le ministère de la Défense, il faut revoir absolument tout. Et il n'y a pas eu une réforme parce que le gouvernement colombien ne voulait pas montrer que c'était une espèce de concession à la guérilla s'il y avait eu une réforme juste après les accords de paix. Mais la réforme est nécessaire et sensible. Bien, on va s'arrêter là et se donner rendez-vous éventuellement après la publication de votre livre. J'imagine que toutes ces recherches à Paris et à Londres annoncent la publication d'un livre qu'on lira avec intérêt, et donc à bientôt. Merci beaucoup pour l'invitation.